sweet home. Just wait till I come marching home. Les Russes avaient une façon systématique de nettoyer la ville. Ils faisaient ça par blocs. Ils cherchaient des gens qui n'avaient pas été nazis et ils en faisaient des chefs. Ils formaient des chaînes et brique par brique, saut par saut, chacun passant à l'autre. C'était un moyen de déblayer. Quelques Berlinois avaient gardé un esprit combatif, d'autres moins. Ils étaient absolument vaincus. Je les voyais errer dans la ville. La plupart d'entre eux erraient, comme frappés de stupeur. Ils avaient plus peur des Russes que de nous. Les Soviétiques avaient plus de 12 millions d'hommes et de femmes en uniforme. Les 4/5 des forces nazies furent dirigées contre eux. Ils en avaient triomphé et ils entendaient bien jouir de leur victoire. Au cours de l'été 1945, Staline fit savoir clairement à ses alliés qu'il n'entendait pas quitter Berlin, ni l'Allemagne, ni l'Est de l'Europe. La fragile alliance, comme la mission de Stevens, allait prendre fin. Et avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, commença la guerre froide. La dernière séquence fut tournée par Stevens dans les ruines de la chancellerie du Reich à Berlin, à l'endroit même où en 1933, Hitler prit le pouvoir pour finir en 1945. Brûlé dans le jardin, le corps arrosé d'un bidon d'essence. Les cinéastes, une fois leur travail terminé, rentrèrent aux États-Unis, chacun de son côté. Mais 40 ans plus tard, en dépit des déceptions, tous ces moments de bonheur ou d'horreur nous restent dans ces 14 boîtes. Elles représentent la mémoire de ces hommes, mais aussi un peu de celle de l'humanité. J'ai eu la chance d'être là, de photographier tout ça, d'être présent, de vivre tout ça. Et aujourd'hui, c'est un grand souvenir de revoir toutes ces choses. J'ai pris part à l'histoire et je l'ai enregistrée. Veille du 1er septembre 1939,
la Pologne est accusée de pousser à la guerre. La guerre, c'est Adolf Hitler qui veut la faire. Avant même d'accéder au pouvoir, il avait annoncé au monde que grâce à lui, Hitler, l'Allemagne régnerait un jour sur l'Europe. Et déjà, il s'est emparé de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie. Maintenant, c'est le tour de la Pologne. Hitler croit que l'Europe, encore une fois, s'inclinera. À 4h45 du matin, le 1er septembre 1939, l'armée allemande franchit la frontière polonaise. Mais cette fois, trop, c'est trop. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre contre l'Allemagne. Ces soldats, ces hommes, incarnent à la fois la volonté de puissance d'Hitler et la force sans égale de l'Allemagne. Ils vont vaincre, mais combien reviendra? Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire des armées françaises dans la Seconde Guerre mondiale. Et nous allons jouer le jeu. Nous ne ferons appel qu'aux seules archives, mais elles sont fabuleuses, de l'armée française. Donc, le 3 septembre 1939, la France est entrée en guerre. Ils sont tout frais, les souvenirs de l'hécatombe de 14-18. Songez, il y a 20 ans seulement. N'oubliez pas, 1 million de morts. En 1914, on s'était élancé pour barrer la route aux Allemands, qui, traversant la Belgique, se ruaient sur la France. En 1939, aucune invasion. Les Allemands ont écrasé la Pologne en quelques jours, et maintenant les armes se sont tues. Hitler propose la paix à la France et à l'Angleterre. Bien sûr, le même Hitler a poursuivi, persécuté, enfermé dans des camps beaucoup de communistes, de socialistes, de démocrates, de juifs. Certains journaux français en ont parlé. Mais quand c'est le combattant moyen? Un an plus tôt, en septembre 1938, un grand nombre ont été mobilisés. Après Munich, ils sont rentrés chez eux, étonnés, mais soulagés. Et si cela allait recommencer? Des millions de Français sont partis pour la guerre en 1939 sans être vraiment persuadés qu'ils feraient la guerre. C'est résignés qu'ils vont partir. Résignés. La résignation n'a jamais été un bien grand stimulant pour un combattant. On a voulu persuader les Français qu'il fallait faire la guerre pour le corridor de Danzig. Mais ils ne savent pas où est Danzig. Ils voient la guerre non comme une nécessité, mais comme une fatalité. Nous voudrions tellement n'être pas seuls devant Hitler. Mais si la France mobilise 86 divisions, la Grande-Bretagne ne pourra en envoyer sur notre sol dans un mois que 2. Raison de plus pour exalter la contribution de nos amis anglais. Résolument entrée à nos côtés dans la guerre, la Grande-Bretagne y a d'emblée engagé toutes ses forces vives, tous ses moyens de production, toutes ses ressources. À l'entente cordiale s'est substituée bien plus rapidement et bien plus puissamment encore qu'en 1914, une union indéfectible, chaque jour prouvée, chaque jour agissante. Quant à nos troupes, elles gagnent peu à peu leur position à l'est et au nord. L'étonnant, c'est qu'elles peuvent prendre tout leur temps, car Hitler ne bouge toujours pas. Ce qui commence, c'est l'un des plus étonnants épisodes de notre histoire, ce que l'on a appelé, à juste titre, la drôle de guerre. On s'installe et on s'occupe comme on peut. En Alsace, c'est l'époque des vendanges, alors va pour les vendanges. Rien de moins belliqueux que les images que l'on nous présente alors. Soldats éclatants de santé,
vivre, abreuvé de tout, au propre comme au figuré. Mais qui, en fait, les mois passants, n'en peuvent plus d'être loin de chez eux, ne pensent plus qu'aux permissions et avant toute chose se demandent pourquoi ils sont là. Fin octobre 1939, grand événement. Le président de la République, Albert Lebrun, visite la 5e armée en Alsace et rencontre un certain colonel de Gaulle. Depuis des années, ce de Gaulle ne cesse de préconiser l'usage des chars et la création de nombreuses unités blindées. Il n'a pas réussi à convaincre l'état-major. Et maintenant, il enrage, d'autant plus que la campagne de Pologne a prouvé la prééminence sur le terrain des divisions blindées. La France dispose de 1770 chars, mais ils sont éparpillés dans les différents corps et l'on n'a créé, face aux 6 divisions blindées de la Wehrmacht, que 2 divisions mécaniques légères. Après avoir rencontré de Gaulle, Léon Blum est persuadé qu'il faut organiser à tout prix, c'est lui qui l'écrit, à tout prix et sans délai, l'armée mécanique. En aura-t-on le temps? On occupe tant bien que mal les soldats, mais on fait le jeu d'Hitler. En octobre 1939, Charles de Gaulle écrit à Paul Reynaud, je cite, « L'intérêt de l'ennemi est de laisser cuire dans son jus notre armée mobilisée. Quand il nous jugera lassés, désorientés, mécontent de notre propre inertie, il prendra en dernier lieu l'offensive contre nous avec, dans l'ordre moral et dans l'ordre matériel, de toutes autres cartes que celles dont il dispose aujourd'hui. » Voilà ce qu'écrivait de Gaulle. Les visites de généraux ne manquent pas sur le front. Tous, ils remarquent que jamais l'hiver n'a été aussi froid, le record depuis 50 ans. Ici, le général Georges, début 1940, mais ils constatent aussi que tout est calme sur l'ensemble du front. C'est la phrase que l'on trouve pratiquement tous les jours dans le communiqué. Les Allemands attaqueront-ils? C'est la question que se posent tous les Français. Et s'ils attaquent, où le feront-ils? Sur le Rhin, on ne craint rien, car la ligne Maginot, avec ses ouvrages souterrains qui s'étalent sur 140 km, ses fossés, ses canons anti-chars, ses batteries protégées par 3 mètres de béton, ses mitrailleuses, la ligne Maginot est imprenable, tout au moins nous en sommes tous persuadés. Alors, où? Le 9 janvier 1940, un avion allemand s'égare au-dessus de la Belgique. Il atterrit en catastrophe. L'armée belge fait prisonnier les pilotes et découvre sur eux un extraordinaire document. C'est le plan d'attaque allemand. Il indique que la Wehrmacht s'apprête bien à attaquer en traversant la Belgique et les Pays-Bas. Le gouvernement belge avertit aussitôt le général Gamelin, qui est commandant en chef des armées françaises et britanniques, et qui masse aussitôt des forces à la frontière belge. Mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que l'offensive allemande a été modifiée et retardée. Par ailleurs, Hitler refuse de se rallier au plan de son état-major, qu'il juge trop timoré. Il est maintenant décidé à attaquer principalement en direction de Sedan. À Paris, ni l'essence ni le ravitaillement ne sont rationnés. Théâtre, cinéma, music hall, restaurants sont pleins tous les soirs. Les bruits les plus extravagants circulent. Par exemple, Hitler s'est fait sauter la cervelle, ou bien l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne vont s'allier contre l'Union soviétique qui a attaqué la malheureuse Finlande. C'est ce qu'on appelle le bourrage de crâne. Le réveil
va être terrible. L'Allemand préfère une fois de plus à l'attaque de face l'ignominie d'une manœuvre qui se doit d'être d'abord l'immolation de 3 pays neutres. 10 mai 1940, 2 août 1914, l'histoire recommence. La Belgique au matin rallie son peuple autour de son drapeau, tandis que nos toutes premières avant-gardes passent la frontière et que s'établissent les premières liaisons entre l'armée belge et nos troupes. Commence au Luxembourg et en Belgique le douloureux exode sous la menace des bombardements aériens qui, toute la nuit passée, ont en Belgique et en France surtout incendié et massacré en attentats inexpiables contre villes ouvertes et villages. L'exode va toucher successivement les populations belges, celles du nord de la France, des Ardennes, et puis, à mesure de l'avance allemande, celle de toutes les régions menacées. Dès le 13 mai, une percée allemande a réussi près de Sedan. Le 14, entre Dinant et Sedan, les Allemands ouvrent une brèche de 80 km. Le 15 mai, la 6e division blindée allemande coupe la retraite à l'armée Korab. Les blindés allemands attaquent Montcornet à une vingtaine de kilomètres de Laon. Les contre-attaques des 150 chars de la 4e division blindée du colonel de Gaulle sont un succès, mais rien ne peut arrêter la poussée des blindés de Guderian. Maintenant, c'est presque toute la France qui s'est mise en marche par tous les moyens de transport possibles, le plus souvent sans moyens, sous les bombardements, sous les attaques en piqué. Les Français sont sur les routes, la peur au ventre. C'est cela la nouvelle guerre. Les civils y meurent aussi. Et les enfants, pas plus que les vieillards, ne sont épargnés. Dès le premier jour, notre aviation s'est trouvée en état évident d'infériorité. Aux 4800 avions allemands, nous ne pouvons opposer que 1300 appareils modernes. Et l'exode se poursuit, s'amplifie, devient un cauchemar. Cependant que nos forces terrestres tentent d'arrêter la ruée, car elles se battent. Elles se battent bien. 100 000 soldats français, du 10 mai au 20 juin, vont mourir et 250 000 seront blessés. À Paris, on guette les nouvelles. On regarde la carte. Weygand a remplacé Gamelin. Pourra-t-il arrêter les Allemands sur la Somme? On a dit aux enfants de ne plus se séparer de leur masque à gaz. Ils sont les seuls à ne pas trembler. Au bout des longs chemins, où beaucoup d'entre eux, des jours et des jours, marchèrent, les réfugiés sont réconfortés avant d'être répartis vers leur futur centre d'hébergement.
leur futur centre de travail, d'activité productrice. Les centres d'accueil regorgent de réfugiés, dont certains sont blessés. Il faut les habiller, les nourrir, s'occuper de leurs enfants et cacher à tous que 45 divisions alliées sont prises au piège autour de Dunkerque. Car là-bas, c'est l'horreur. Pendant 7 jours, sous les impitoyables bombardements de la Luftwaffe, heureusement contrés par la Royal Air Force, nos soldats vont s'avancer dans la mer pour rejoindre les navires de guerre, les cargos, les bateaux de pêche, les chaloupes, qui sont devenus leur seule sauvegarde. 330 000 hommes vont pouvoir gagner l'Angleterre, 200 000 Anglais, 130 000 Français. Mais 40 000 de nos compatriotes vont être faits prisonniers. Et encore, et toujours, l'exode. Ce que l'histoire doit retenir aussi de Dunkerque, c'est que ces Anglais qui ont quitté notre sol n'y reviendront pas. Les Français restent seuls pour faire face à la nouvelle offensive allemande que l'on attend. Le 4 juin, le général Weygand lance un ordre impératif. La Somme. Il demande que l'on tienne jusqu'au 15 juin, date à laquelle il pourra mettre en œuvre son dispositif et disposer de ses réserves. J'évoque ici mes souvenirs de jeune garçon. À la maison, on a cru à la possibilité d'un nouveau miracle de la Marne. Pour la première fois depuis le 10 mai, Weygand a rétabli un front continu de Montmédy à l'embouchure de la Somme. On y a regroupé beaucoup d'artillerie et nous avons su par la suite que cette artillerie inspirait aux fantassins allemands une terreur profonde. Car, dans ce domaine au moins, nous disposions d'une incontestable supériorité. La bataille va commencer le 5 juin à l'aube. Le 6 juin, Weygand manifestait encore de l'optimisme. En plusieurs points, le groupe d'armées de von Bock était contenu. Le 7 juin, la défense française était percée. L'avance allemande continue. De violents combats sont livrés dans la Somme. Des centaines de canons tirent sur la ligne Weygand. Et les Allemands traversent la Somme. La seule journée du 7 juin, Rommel avance de 50 km. Des unités blindées vont bientôt percer entre Abbeville et Péronne. Le 9 juin, Rommel arrive devant Rouen. La 10e armée française est encerclée autour de Saint-Valery-en-Caux. Nouveau Dunkerque. Le même jour, von Rundstedt attaque en Champagne. Les Allemands sont entrés dans Amiens, les images que vous voyez. Au sud de Péronne, la 7e armée française se replie sur Paris. La 6e armée de von Kleist fonce sur la Marne et aussi sur Paris. Paris que le gouvernement français a quitté, Paris d'où l'on fuit, Paris où les Allemands vont entrer le 14 juin.
Paris où ceux bien rares qui y sont restés entendront le 17 juin le maréchal Pétain, nouveau président du Conseil, annoncer qu'il a demandé l'armistice. Sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Cesser le combat. Hitler en est si ému que son stylo ne tient même plus entre ses mains. Pourrait-il imaginer que dès le lendemain, à la radio de Londres, un général français, Charles de Gaulle, allait refuser d'accepter l'armistice demandé par Pétain. Français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. Et c'est à Rotonde qu'Hitler a convoqué les plénipotentiaires français dans le wagon même où le 11 novembre 1918, l'Allemagne a reconnu sa défaite. Ce wagon où des cartons désignent encore la place du maréchal Foch et celle des vaincus d'alors. Les voilà, les vaincus d'aujourd'hui, conduits par le général Hunziger. Quelle souffrance, quel désespoir ils ont dû ressentir. C'est fait. Hitler a signé. Lui, il triomphe. Et Göring avec lui. Mais c'est sous le feu de l'Allier d'hier que des Français vont encore mourir. Mercel-Guéville, 3 juillet au matin. Sur le pont du Dunkerque, l'amiral Jansoul accueille le capitaine Dufay. Il lui apporte une communication importante de l'amiral anglais Somerville. C'est un ultimatum que l'honneur français ne peut admettre. Une vedette accoste les flancs du magnifique Dunkerque. Le commandant Hollande, parlementaire de la marine royale anglaise, gravit la coupée. Avant même que le parlementaire ait quitté le bord, l'amiral Somerville précise sa menace par un télégramme historique. Les dés sont jetés. Il faut tenter de quitter la rade avant que la flotte française ne soit écrasée au bouillage. Une salle battant de Bretagne. Les coups à munitions de la tourelle arrière explosent. Les cuirassés s'embrasent. Les vedettes, les canons repêchent les rescapés dans l'eau huileuse. Quand nous avons appris le drame de Mercel-Guéville, notre désespoir s'est mêlé de colère. Pourquoi ceux que nous considérions comme nos alliés, nos amis les plus proches, pourquoi nous avaient-ils fait cela? Bien sûr, Churchill redoutait que l'Allemagne s'empare de notre flotte. Mais il a fallu des mois, parfois des années, non pour oublier, mais pour pardonner. À Vichy était né non pas un nouveau gouvernement, mais un nouveau régime. L'État français, confié par le Parlement au maréchal Pétain. Il régnait sur la zone libre et, suivant la convention d'armistice, il disposait d'une armée de 100 000 hommes. Éparse à travers les continents, d'autres forces militaires lui permettaient de défendre l'empire colonial dont la France s'enorgueillissait. Ces forces-là, c'était ce que nous allions appeler l'armée de Vichy. Or, le destin allait faire que la France, sous une autre autorité, allait avoir une autre armée, celle de la France libre. De Gaulle avait appelé à le rejoindre ceux qui refusaient l'armistice.
en juillet, quand un certain capitaine de Haute-Cloque, qui va bientôt s'appeler Leclerc, parvient à Londres après avoir traversé l'Espagne et le Portugal, il ne peut s'empêcher de tressaillir en apprenant que le chef des Français libres, reconnu comme tel par le gouvernement britannique, ne commande qu'à 7000 hommes. Est-ce avec cette poignée d'obstinés que de Gaulle veut vaincre la formidable armée allemande? Qu'importe à Leclerc, il veut en découdre, les autres avec lui, et c'est à Leclerc que de Gaulle va confier le ralliement de l'Afrique équatoriale française. En moins de 3 mois, Leclerc lui donne le Cameroun, le Gabon et le Tchad. Le 14 juillet 1940, en compagnie de l'amiral Muselier, de Gaulle est fort applaudi à Londres. Et bientôt, c'est au roi George VI qu'il présentera l'embryon de son armée. Maintenant, c'est à l'Afrique occidentale française qu'il pense, s'il pouvait la rallier à la France libre. Il va se présenter devant Dakar en libérateur, mais Dakar l'accueillera à coups de canon. Les images que vous allez voir ont été tournées par la propagande de Vichy et leur commentaire est naturellement du même cru. Dakar, grand port français, plaque tournante de l'Atlantique Sud, clé de la route du Cap. Ce port que l'Angleterre voulait s'approprier a été défendu victorieusement par nos marins, nos aviateurs et nos soldats. Voici notre Richelieu. Vous savez, ce Richelieu dont la radio anglaise, fidèle à sa tradition de vérité, annonça à plusieurs reprises qu'il avait été coulé. Le voici au mouillage, près du môle, protégé contre toute attaque inopinée par des filets métalliques. Les Anglais avaient jeté sur la ville des tracts. Ces tracts s'adressaient aux marins, les invitant à se joindre aux Britanniques pour sauver la France. C'était mal connaître les traditions d'honneur et de discipline de la marine française. Voici le bilan de cette expédition maladroitement montée. Un garage qui a été littéralement labouré par un projectile de gros calibre. C'est un fait que, à part l'AEF, le reste de l'Empire en Afrique est fidèle à Vichy. Et l'armée ici a choisi le maréchal. C'est du moins ce que nous disent avec insistance les autres images que voici. Le général Falvi, gouverneur du Niger et tout à la fois chef de la défense de notre Est africain, passe en revue la garnison de Zinder. Revue à laquelle assiste le sultan de Zinder. L'Afrique occidentale française est l'œuvre de l'armée. L'armée de 1941 continue sa grande tâche, elle protège et elle administre. Un tam-tam s'organise spontanément en l'honneur des visiteurs. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose et dont seuls les oublieux de notre histoire ou les adversaires de notre unité cherchent à s'évader. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. J'ai dit 2 armées. En voici la preuve. Dans cette même Afrique, le Congo, lui, s'est rallié à De Gaulle. Le chef de la France libre arrive à Brazzaville, où l'accueille le général de l'Armina, puis le gouverneur général Eboué. C'est à Brazzaville que De Gaulle créera le Conseil de défense de l'Empire, qu'il appellera à le seconder dans la conduite de la guerre. De Gaulle
Gaulle a regagné Londres, qui chaque nuit revit le trop fameux Blitz. Hitler a juré de faire plier l'Angleterre en l'écrasant sous les bombes. Mais le Führer, décidément, connaît mal les Anglais. Des quartiers entiers brûlent et s'écroulent. Chaque nuit, le métro se transforme en dortoir. Le matin, chacun retourne à son travail. Il en est ainsi, naturellement, au siège des volontaires français. Et ces volontaires sont notamment des femmes qui ont affronté tous les périls pour rejoindre la France libre et vont même avoir les honneurs des actualités cinématographiques anglaises. Where Frenchmen led, French women were not far behind. The Corps Femina was formed in London, much on the lines of our own ATS. Every day at 8, the Corps Femina is on parade. General de Gaulle's rapidly growing organization necessitated a great deal of office work, which the girls efficiently perform. As chauffeurs and van drivers, the women take a big share in the transport work of the Free French. When the day is over, there's typical French gaiety and relaxation. Quant aux volontaires de la France libre, ils se renforcent peu à peu. Il en vient de tous les coins du monde, aussi bien des Nouvelles-Hébrides que de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, de Pondichéry, d'Égypte ou de Tanger. De Gaulle disposera bientôt d'assez de pilotes pour constituer une escadrille de la France libre. Les forces françaises libres, les FFL, ne sont pas destinées à monter la garde en Angleterre. Le but pour ceux qui se sont engagés, c'est de se battre. Alors on s'embarque pour tous les points chauds et d'abord l'Érythrée où l'on va affronter les Italiens. Le général Wavell commande le théâtre d'opération. Il vient de vaincre en Cyrénaïque les forces de Mussolini. Son but, liquider la présence italienne en Éthiopie. Les Français vont s'engager dans le désert d'Érythrée où les rejoint de Gaulle. Parmi les officiers, il y a un certain Pierre Mesmer. On affronte les Italiens dans l'Anjaat. Les Italiens décrochent. C'est la bataille de Keren. On la gagne. Ce qui attend de Gaulle maintenant, c'est ce que l'on appelle le Levant, où viennent de s'affronter les deux armées, la sienne et celle de Vichy. Avec le général Catroux qui l'accueille, il va évoquer l'épisode douloureux de la Syrie, où pour la première fois des Français ont tiré sur des Français. Le sang a coulé. Mais il ne fallait pas que les Allemands se voient accorder les bases que Darlan était prêt à brader à l'aviation d'Hitler. Et un certain nombre de soldats fidèles à Pétain vont rejoindre les troupes gaullistes. À temps pour participer à la nouvelle bataille qui se livre en Cyrénaïque face à Rommel cette fois. L'attaque allemande s'est déclenchée en direction de l'Égypte, d'abord de front contre le gros des troupes anglaises, mais une partie de l'armée Rommel tente de déborder les Anglais par le sud. Là vont prendre position les 5500 hommes de la 2e brigade FFL que commande le général Koenig, en un lieu inconnu, bientôt devenu fameux, Bir Hakeim. La mission qui lui est confiée, tenir face à Rommel, tenir à tout prix et permettre aux Britanniques de se regrouper pour protéger Tobrouk. Les FFL vont faire face, avec un extraordinaire allant, aux assauts allemands et italiens. Ils tiendront, comme on le leur a demandé, du 27 mai au 11 juin 1942, l'homme de Bir Hakeim, Koenig, est entré dans la légende. Sachez et dites à vos troupes, va écrire de Gaulle à Koenig, que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. Observons un expert de la douceur face à Soupline. L'expert constate le profond moelleux de Soupline. Puis, il apprécie l'infinie douceur de Soupline. Enfin, comme tous les experts, il rend son verdict. Les experts préfèrent Soupline.
Quand on voit ces petits riens qui nous gâchent l'existence, quand on voit la fragilité du monde qui nous entoure, on se dit que Compaq a bien fait de concevoir des micro-ordinateurs particulièrement solides. Compaq, à suivre. Se contentait de la violence d'un Perrier. Perrier. Source déclarée d'intérêt public. La toute première voiture n'est jamais très confortable à conduire. Ensuite, il y a celle qui fatigue les jambes, celle qui abîme le dos, celle qui manque cruellement d'espace intérieur. Puis les familiales, lentes et bruyantes. Certains sont même tentés de renoncer à la voiture. Après avoir passé tous ces inconvénients en revue, Citroën a créé la nouvelle XM. Nouveau moteur 2,5 litres turbo diesel, nouvel espace intérieur, nouvelle planche de bord, climatisation, airbag Citroën, suspension active. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Salut les petits loups. Vous savez quoi? Il y a une nouvelle peau douce, ultra mince. C'est cool. Regardez. Et hop. Vu? Explication. La nouvelle peau douce mince a un pouvoir d'absorption exceptionnel parce que très rapide. C'est pour ça qu'elle peut être aussi mince. Bon, allez, je fais un gros pipi sur maman. Cool. Et elle reste parfaitement au sec. Voilà. Peau douce, pas d'histoire de fuite entre nous. Pour tout connaître de vos clients ou de votre entreprise, 3617 Eurydiel. Énergie présente Magic Motown. La compilation Magic Motown, c'est l'anthologie de la musique noire américaine à travers son label légendaire Motown. Les plus grands artistes. De tubes en version originale. Magic Motown, enfin la compilation historique du label Motown. À Tahiti, il existe un produit de beauté naturelle, le monoï. D'origine purement végétale, le monoï hydrate, nourrit la peau et l'enveloppe de douceur. Tahiti douche au monoï, retrouvez la douceur du paradis sous la douche. La guerre, elle, est véritablement devenue mondiale. Dans le Pacifique, le Japon, oui, le Japon, a volé de victoire en victoire. Mais la réplique américaine se fait de plus en plus redoutable et les États-Unis sont devenus ce que nous appelions l'arsenal des démocraties. En Afrique du Nord, Rommel a repris l'offensive. Et de nouveau, il menace l'Égypte. Hitler l'a nommé maréchal. Et Mussolini a atterri à Derna avec un cheval blanc sur lequel il prévoit de faire son entrée au Caire. C'est compter sans l'extraordinaire redressement britannique qui va se produire. Le nouveau commandant en Afrique du Nord s'appelle Montgomery et il va battre Rommel à El Alamein. Mais il y a toujours deux armées françaises. Il y a ceux qui, avec Leclerc, ont prêté à Koufra le serment de libérer Strasbourg. Il y a ceux qui, avec Darlan, se rapprochent des Allemands. Il y a De Gaulle, il y a Pétain, auxquels se rallient nos soldats toujours divisés. Le premier appelle de plus en plus fort au combat, le second se préoccupe davantage de la révolution nationale que du retour de la France dans la guerre. De Gaulle et Pétain ne se rencontrent jamais.
Bien sûr. Mais les images que nous conservons de l'un et de l'autre constituent à elles seules un extraordinaire face-à-face. Premièrement, l'ennemi est l'ennemi. Deuxièmement, le salut de la patrie n'est que dans la victoire. Troisièmement, c'est dans la France combattante que toute la France doit se rassembler. Soldats morts de Keren, Koufra, Mourzouk, Damas, Birakem, Hameimat, marins de nos navires coulés, Narval, Surcouf, Alice, Mimosa, Poulmic, Viking, chasseurs 8, aviateurs tués dans les ciels des batailles d'Angleterre, d'Orient, d'Afrique, volontaires françaises écrasés à votre poste, équipage de nos navires marchands détruits en service commandé, combattants de Saint-Nazaire tombés, le couteau à la main, fusillés de Nantes, de Paris, de Lille, de Bordeaux, de Strasbourg et d'ailleurs, c'est vous qui faites que la patrie est indivisible. À Saint-Étienne, toute la population ouvrière de la capitale de la métallurgie est dans les rues pour fêter l'arrivée de celui à qui la France doit son redressement et la promesse d'une vie nouvelle. Vie nouvelle qui sera basée, selon les propres paroles du chef, sur la justice, l'équité, la conscience et la bonne volonté de tous. Cette population laborieuse, ce peuple des mines et des usines qui donne au maréchal sa confiance, sa foi, son cœur. C'est à Saint-Étienne